à toi encore une fois, j'espère que tu vas bien, c'est Vincent encore et en fait j'ai l'opportunité d'être avec notre ami Bruno Catala. Bruno Catala, hein, auteur quand même très connu, je dirais même un auteur célèbre, hein, disons-le ainsi. Hein. Écoute, plusieurs produits en fait que tu as déjà en fait sur le marché puis tout ça. Justement, j'imagine que tu en as plusieurs qui sont en processus probablement. Bah oui, j'ai toujours, en fait, je travaille toujours sur à peu près en moyenne, je dirais une dizaine de jeux en parallèle, OK. qui sont à différents stades d'évolution. Hein. Il y a des jeux qui sont sur le point de sortir, mais qui me demandent encore du travail. Il y a ceux qui viennent de sortir, qui me demandent aussi du travail d'accompagnement sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions, pour me déplacer de salon en salon, de boutique en boutique. Et puis il y a ceux sur lesquels je cherche un éditeur, ceux sur lesquels je suis en cours de développement, et puis ceux qui sont au stade de l'embryon d'idées naissantes et sur lesquels je réfléchis un peu. Voilà. Ayant un peu cette notoriété-là, un petit peu, est-ce que parfois tu as de la difficulté des fois à avoir certains de tes jeux édités à cause de la nature un peu plus extravagante ou excentrique? Non, alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois que tu es un auteur entre guillemets installé, les choses sont faciles. En fait, c'est pas facile. Parce que tu dois toujours convaincre, et d'une certaine façon, tant mieux. Aujourd'hui, je vis un autre aspect de la notoriété, c'est-à-dire que quand tu as fait une série de jeux qui sont considérés comme des jeux qui ont bien marché, comme King Domino, Seven Wonders Duel, mais on peut en citer d'autres, quand tu viens d'enfiler une série de jeux comme ça, et puis que tu arrives chez un éditeur avec un petit jeu de cartes sympa, et bien en fin de compte, il trouve le petit jeu de cartes sympa, mais c'est pas King Domino, c'est pas Seven Wonders Duel, c'est pas Five Tribes. Okay, Alors du coup, voilà, ils sont séduits par le jeu, mais pas forcément suffisamment pour aller plus loin, parce que de ma part, ils attendent plus. Okay. Alors que le même jeu, éventuellement, il y a 5 ans, je l'aurais peut-être signé beaucoup plus vite. Ok, à cause justement de cette attente. Alors, qu'on soit très clair, hein, je préfère avoir ce genre de soucis. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc du coup, de toute façon, il faut toujours convaincre, encore et encore, et de toute façon, un éditeur ne se lancera que sur un projet sur lequel il aura un coup de cœur. Et donc, voilà, il faut tenter de générer ce coup de cœur chez les éditeurs d'abord, puis chez les joueurs ensuite. On va parler d'Imaginarium par exemple. Est-ce que ça a été difficile étant donné que c'est Florian qui en était à son premier jeu? Est-ce que ça a été un peu plus difficile de convaincre les personnes ou ça a été quand même, ça a bien été quand même tout de même? Ah non, pas du tout, parce que de toute façon, un éditeur, quand il reçoit un projet et qu'il l'analyse, il se fout pas mal de savoir si l'auteur a de la notoriété ou pas. Okay. Et le fait que Florian était à ce moment-là quasiment à son premier jeu publié n'a pas du tout été un handicap. Ce qu'il fallait, c'est, en fait, Bombix, quand ils ont vu le jeu, ils ont dit, ben voilà, c'est un jeu qui est pour nous. Et peu importe quels étaient les auteurs, ça aurait été 2 autres auteurs ou un autre auteur seul qui n'aurait jamais rien fait, ça aurait marché de la même façon, de ce point de vue-là. Ouais. Donc ça, c'est pas un souci. L'avantage que j'ai par contre, en étant maintenant dans le milieu depuis un certain temps, c'est que si je veux présenter un jeu, je peux toujours le présenter dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que je peux prendre mon téléphone et puis j'aurai quelqu'un au bout du téléphone, j'aurai un rendez-vous de toute façon, dans des conditions sympathiques et calmes, où tu peux travailler tranquillement. Après, c'est pas pour autant que l'éditeur se sentira obligé de quoi que ce soit. Donc, non, tout à fait. Et comme c'est mon métier aujourd'hui à plein temps, depuis maintenant quelques années, ça veut dire aussi que je peux décider que je vais faire un aller-retour de l'autre côté de la France parce que ça fait partie de mon job d'aller rencontrer cet éditeur-là et de lui présenter mes jeux. Ouais, j'investis mon temps là-dessus. Ouais, tout à fait. Alors que quand tu as un métier à côté, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué de le faire, donc tu le fais sur les salons, et sur les salons il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, c'est plus compliqué. J'aimerais juste que tu me partages un petit peu cet aspect-là de la collaboration, où est-ce que bon, souvent on t'attribue beaucoup en fait un jeu ou quoi que ce soit, étant donné que bon... Et je suis très gêné de ça en fait. Okay. Parce que quand on travaille à deux sur un projet, ça fait aucun sens d'essayer de savoir qui a fait quoi, de savoir si l'un a fait un peu plus que l'autre, etc., etc. Parce que de toute façon, c'est un ping-pong intellectuel, une sorte de brainstorming entre deux personnes. Tout à fait. Et donc à un moment donné, d'abord, premièrement, dans un jeu, une idée peut faire l'ensemble du jeu, faire que ça soit le truc qui va... Et puis après... peut-être que je vais parler pendant 10 minutes sur un truc, etc., et que ça va te donner l'idée. En fait, c'est le rebond qui fait que ça arrive comme ça. Ouais, exactement. Donc, de toute façon, tenter de séparer qui fait quoi ne fait aucun sens. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que, effectivement, je suis là un peu plus ancien que certains des auteurs avec qui je travaille. Et il y a une certaine tendance de beaucoup d'internautes, peut-être par facilité, de dire un jeu de Bruno Cathala. C'est arrivé sur Yamatai, c'est arrivé beaucoup avec Marc Paquin, c'est arrivé beaucoup sur, par exemple, Imaginarium en ce moment, avec Florian Sirex, etc. Moi, j'ai vécu ça dans l'autre sens. Quand j'ai fait mes premiers jeux avec Bruno Fedouti, ou sur les forums, c'était un jeu de Bruno Fedouti. Alors pour moi, c'était complètement égal, parce que de toute façon, je sais ce que j'ai fait dans le jeu, donc ça va. Mais il faut bien comprendre que pour les co-auteurs, sur le plan de la reconnaissance, c'est compliqué, et puis voire même ça peut être très très frustrant que le projet soit toujours attribué à l'autre. Et donc voilà, moi j'aimerais bien que chacun fasse un peu plus attention à ça, et crédite systématiquement la paire d'auteurs, puisque de toute façon cette paire est indissociable. Un exemple qui me touche, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une des premières collaborations que j'ai faites, c'était les Chevaliers de la Table Ronde avec Serge Laget. Serge Laget qui, à ce moment-là, il était beaucoup plus installé que moi, je démarrais. Et c'est lui qui m'a invité sur le projet. Son projet était déjà plus que structuré. Il y avait peut-être, tout le matériel était fait, etc., etc. La mécanique du jeu était là, sauf qu'il m'a invité sur le jeu parce que le jeu marchait mal. Il estimait que ça marchait mal. Et on a fait une première partie ensemble, et immédiatement, j'ai rajouté 2 choses à l'issue de la partie, qui sont le traître et les engins de siège, qui n'existaient pas. Et à partir de là, le jeu s'est mis à marcher du feu de Dieu, et après, on a équilibré des trucs, on a rajouté des cartes, etc., mais si tu veux, du détail finalement. Et puis, au moment où on a signé le jeu, moi j'estimais que par rapport à tout le travail qu'il avait fait en amont, etc., je me sentais un peu, pas redevable, mais je trouvais délicat de signer à 50-50. Parce que j'estimais qu'il avait la paternité du jeu, j'estimais qu'il avait fait énormément de travail, et que je n'avais apporté que 2 petites choses en fait. Exactement. Et puis quand on a reçu le contrat, j'ai dit à Serge, écoute voilà, moi j'aimerais que symboliquement parlant, on se mette à 2 tiers, 1 tiers, pour toi évidemment, ou 60-40, mais que au moins symboliquement tu es plus que moi. Et il m'a dit, écoute Bruno, c'est hors de question. Ce jeu, on le fait ensemble, et c'est lui qui m'a dit, ça n'a aucun sens de chercher à savoir qui a fait quoi, parce qu'il me dit, regarde, le jeu sans le traître, c'est plus le même jeu. Et c'est ok, c'est juste une idée, mais en fait c'est l'idée qui fait le jeu. Et donc à partir de là, ça n'a pas de sens. Et c'est lui qui m'a quelque part appris ça. Même si moi je me sentais un peu en décalage par rapport à ça. C'est ça. Et effectivement, Serge a totalement raison. Et voilà, on travaille ensemble. Et c'est la complémentarité des personnes. C'est le fait qu'à un moment donné, Serge il avait abattu un boulot hyper brillant. Et puis j'ai réussi à apporter le petit complément qui a fait que le jeu s'est positionné de la façon qu'il fallait finalement. Exactement. Puis qui d'ailleurs est devenu un classique en fait. C'est devenu un classique sur lequel on aimerait bien retravailler. Parce qu'on voudrait le remettre au goût du jour. Est-ce qu'il y a des jeux justement que tu aimerais revoir en fait? Il y a plein de jeux pour différentes raisons. Parce que d'abord, le monde du jeu a changé. Parce que nous-mêmes, on a progressé, je pense aussi. On a pris de la maturité. Exactement. Et puis, on est parfois sorti avec des éditeurs qui sont passés totalement inaperçus, et donc il y a des jeux qui n'ont simplement pas eu leur chance. Exactement. Là, je prends un exemple qui me concerne directement. Je viens de sortir en France un petit jeu qui s'appelle Jurassic Snack, donc avec des petits dinosaures, etc. En fait, ce jeu, c'est la réédition de Guerre et Baie. Guerre et Baie, c'est mon premier jeu qui a été publié. Et en fait, je l'ai repris, j'ai eu l'opportunité de refaire, et je l'ai refait avec plaisir. Et du coup, j'ai fait des corrections. Il y a des choses que j'ai bougées, parce qu'aujourd'hui, ça serait plus acceptable. Et surtout, j'ai fait des choses qui sont beaucoup plus adaptées, si tu veux, au public cible de ce genre de jeu. Et donc voilà. Et après, il y a des jeux qui me tiennent à cœur, et sur lesquels j'aimerais bien pouvoir retravailler. Par exemple, Symphony-Loi. Donc Symphony-Loi, qui n'est pas le premier jeu qui a été publié, mais c'est le premier jeu que j'ai fait. Un jeu comme Senji, tu vois, on vient de jouer à Rising Sun. Senji, peut-être qu'on avait raison trop tôt, mais pour différentes raisons, le jeu n'a pas nécessairement eu la reconnaissance qu'il méritait de mon point de vue. Donc aujourd'hui, avoir l'opportunité de le retravailler, de le republier, j'aimerais beaucoup. Il y a différents jeux comme ça, Chicago Poker, Parlant de Rising Sun, en fait, tu viens de jouer justement d'ailleurs. Je viens de faire ma première partie, c'est ça. Donc écoute, c'est un peu le hotness
de ce mois-ci, puis en fait, du mois passé aussi. T'en as pensé quoi, en fait, toi, principalement? Alors, moi, j'ai bien aimé le jeu, j'ai bien aimé la mécanique du jeu, etc. Même si c'est sans doute un peu touffu de façon excessive, du fait que c'est un Kickstarter. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cartes, de figurines, de machin trucs qu'on sent bien, qui ont été ajoutées pour dire de faire des niveaux de pledge, et ainsi de suite, etc. Qui amènent rien vraiment de véritablement plus au jeu. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être lissées, entre guillemets, sans enlever aucune richesse au jeu. Tout à fait. Mais le jeu est plutôt brillant, très agréable, etc. Mon principal reproche, si je veux faire un reproche, ça concerne l'ergonomie du jeu. Ouais. Moi, je trouve l'ergonomie du jeu vraiment discutable, en particulier le plateau. Alors, esthétiquement, c'est joli, ça, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais, pour moi, esthétique doit rimer avec lisibilité. Pour moi, dans un jeu de ce genre-là, surtout dans cette complexité-là, tout le travail qui va amener à ce que les informations nécessaires à ma prise de décision me facilitent le travail va être important pour moi, à mes yeux. Et dans Rising Sun, c'est pas du tout le cas. Non, vraiment c'est pas du tout le cas. Tu as 4 milliards de figurines qui ont toutes des effets différents, etc., mais c'est écrit que en texte. Et si tu n'as pas déjà fait 20 parties, etc., enfin, tu le sais pas. Non, donc, à distance, tu vois pas, donc tu es obligé de demander en permanence. Certes, c'était ma première partie, d'accord, mais qui est même pas une aide de jeu. Dans un jeu qui a été aussi cher, si tu veux, je trouve ça quand même discutable. Et le contre-exemple de ça, c'est Sight. Ton plateau de décision, etc. Enfin, moi, on m'a expliqué la première case, et après, j'ai compris toutes les autres, uniquement à la visualisation du truc. J'ai trouvé ça, mais brillantissime, d'un point de vue d'ergonomie, et ça, c'est un vrai bon travail éditorial. Je trouve le Rising Sun très bien, mais éditorialement discutable. Parlant du travail en général, autour d'un jeu, tu sais, que ce soit par rapport à l'esthétisme, que ce soit justement par rapport à un travail de recherche ou même le travail aussi au niveau des mécaniques et tout ça, qu'est-ce que tu trouves qui a changé en fait à travers les années? Il y a beaucoup le soin, comment dire, qui est mis sur l'esthétisme, tout particulièrement dans la production francophone. Je veux dire francophone, j'englobe Belgique, Suisse, Québec, etc. Voilà, vraiment, il y a un soin particulier qui est mis à ce niveau-là et qui change quand même la donne, quoi. Tout ce qui peut faire un petit peu de 3D, on va dire, ça donne quand même une valorisation au jeu qui fait qu'à distance, tu as envie de t'y intéresser. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment là-dedans, et aussi dans les solutions éditoriales qui permettent d'accéder à des coûts qui permettent de proposer ça au public, quoi. L'essentiel est, enfin, le gros changement, il est là, quoi. L'autre gros changement qui permet aussi de faire ça, c'est que souvent maintenant on a des premiers tirages qui sont plus importants. Du fait qu'il y a 15 ans en arrière, tu faisais un jeu en français. Et puis après, éventuellement, il était traduit en allemand, et puis etc. Maintenant, les éditeurs, très en amont, ils ont un produit finalisé qu'ils vont présenter à l'ensemble de leurs distributeurs et ils savent qu'ils vont en placer 1000 ici, 500 ici, 1000 ici. Et donc ça permet de faire des tirages plus gros, ce qui permet de diminuer les coûts et donc de conserver un prix raisonnable avec une qualité de matériel qui a augmenté. C'est l'internationalisation du marché qui fait qu'on en arrive à ça. Vas-tu me donner, mettons, un exemple, un comparatif entre un jeu, admettons, qui dans les débuts des années 2000, n'avait pas nécessairement cette opportunité-là, versus un jeu qui est plus récent que... Prenons l'exemple de mon Jurassic Knack et Guerre Rebelle. Il suffit de regarder sur Internet, alors j'ai pas d'image là, mais tu regardes, ou voir même, il faut aller voir sur mon site, mais tu regardes une image du plateau avec les petits jetons en carton, et puis sur un truc comme ça, et puis tu regardes ce qui est devenu maintenant le jeu, et puis tu regardes auquel des deux tu as envie de jouer, tout de suite. On peut prendre un autre exemple d'un jeu qui a été réédité, à moi aussi, c'est Drôle de Zèbre. Donc Drôle de Zèbre, pareil, petit plateau, petit pion carton, etc. Le jeu n'a absolument... Là, pour le coup, il n'y a eu aucun changement de règle. Sauf que maintenant, on a un plateau grand comme ça, on a des beaucoup plus jolis jetons, etc. Donc voilà, la qualité matérielle a augmenté pour un prix qui, lui, n'a pas réellement bougé. En fait. Cet esthétisme-là, est-ce que tu crois que c'est une évolution qui est nécessaire pour le hobby de vouloir continuellement avoir, en fait, pas nécessairement un esthétisme au niveau fonctionnel, mais davantage un esthétisme au niveau artistique? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est un mal nécessaire de se concentrer énormément sur ça, sur l'attrait? Pour moi, c'est pas un mal. Je veux dire, je sais pas...
Prends l'évolution de la bande dessinée par exemple. Et puis est-ce que tu voudrais continuer à avoir des bandes dessinées du début des années 50 en termes de dessin, d'esthétisme, etc. Je suis pas sûr. Par contre, attention, j'en reviens toujours à ça. Oui, bien sûr, c'est très très important et on a tout un panel d'illustrateurs qui sont vraiment très bons, je veux dire. Mais priorité à la lisibilité. Par contre, la boîte, la couverture, évidemment que si elle donne envie déjà de prendre la boîte en main quand tu es dans un magasin, tu as une partie de l'acte d'achat qui est déjà fait. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un genre de jeu qui a fait en sorte que, ok, on a eu un genre de... Avant, les jeux n'avaient pas nécessairement une nécessité d'être esthétiquement attrayants, puis maintenant on a ça. Non, moi je ne mettrais pas comme ça, il n'y a pas eu un jeu seuil. Okay. C'est une évolution lente, naturelle, et puis après chacun s'influence. Et puis chacun monte son niveau de qualité, etc. etc. Je veux dire, pour moi, c'est une évolution naturelle, tout simplement. On est un peu dans cet âge-là, l'âge d'or, je dirais, un peu du jeu de société, où est-ce que, on a énormément de jeux qui sont édités, produits à chaque année. Est-ce que tu penses que, justement, on est arrivé à, non pas une finalité au niveau des mécaniques, mais à une espèce de descendance, de pente descendante, en fait, au niveau de la créativité ou de la création de nouveaux mécanismes? Alors déjà, premièrement, il faut se poser la question, est-ce que des nouveaux mécanismes, ça existe? Est-ce que des nouveaux mécanismes, c'est nécessaire? En fait, ce qui compte, il y a beaucoup trop de personnes qui analysent les jeux, en fait, et ils n'ont pas totalement tort, mais en disant un jeu, ils l'analysent sur le plan de la mécanique, du matériel et du thème. En disant, voilà, et on regarde ça. C'est très bien. Mais on va dire un nouveau mécanisme, on va dire oh le thème, tac tac, etc., l'esthétisme, et puis quand tout ça matche bien ensemble, c'est bien. Bien évidemment, ça c'est important. Mais tu passes à côté de l'essentiel. Okay. Et l'essentiel, c'est l'expérience ludique. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ce jeu génère dans mon esprit, dans mon intellect, dans la façon de me sentir bien, stressé, etc. L'expérience ludique. Et ça, il ne faut pas oublier que les mécanismes, la mécanique, le matériel et le thème ne sont que des outils au service de créer une expérience ludique particulière. Et donc à partir de là, tu utilises les outils dont tu as besoin. Okay. Et si c'est pour créer l'expérience ludique que tu souhaites, tu as besoin de modifier certains mécanismes, d'en créer certains, etc., c'est parfait, mais parfois tu peux créer une expérience ludique suffisamment nouvelle, sans forcément que les mécanismes soient nouveaux. Ouais, ok. Enfin, tu vois, c'est l'ensemble de tout ça qui génère quelque chose. Et en fait, la première question, c'est est-ce que j'ai passé du bon temps? Est-ce que j'ai envie de rejouer? Tout à fait. Et c'est la seule question qui compte. Ouais, c'est ça. Je veux dire, après, on peut faire des grandes phrases. Je veux dire, c'est comme, d'une certaine façon, l'œnologie. Je veux dire, il y a des gens, ils boivent des verres de vin fabuleux, etc., avec un vocabulaire, machin truc, etc. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce que ça me plaît et est-ce que j'ai envie de continuer à boire, en fait. Le reste, on s'en fout. Est-ce que tu penses que ton sens critique s'est aiguisé ou tu penses qu'en fait, tu t'es un peu adouci avec le temps? Alors, de toute façon, nécessairement, plus tu joues, plus tu emmagasines des informations, je veux dire, à l'insu de ton plein gré, etc. Et puis, on vieillit aussi, et peut-être que les envies qu'on a ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. Peut-être que quand tu démarres, tu peux avoir une envie de prouver des choses au monde entier, et puis qu'après, plus tard, tu te rends compte qu'en fait, c'est ridicule, et qu'en fin de compte, voilà. Mais de toute façon, moi, ma trace, ça a toujours été la même. Je fais pas des jeux pour faire des jeux. Ça m'intéresse pas. Je ne travaille sur un jeu que parce que j'ai envie d'y jouer. Et donc, ma ligne directrice, c'est je fais les jeux. En fait, c'est assez égoïste d'une certaine façon. Je fais des jeux pour moi. Parce que de toute façon, heureusement que c'est ça, parce que vu le temps que je vais y passer, vu le nombre de parties que je vais faire, si en plus ça m'intéressait pas, enfin ça m'amusait pas, si tu veux, il y aura. Donc voilà, moi j'ai ce goût de faire le jeu que j'ai envie de jouer pour moi. Et selon le moment de l'année, de ma vie, de parcours, de tout un tas de choses, ça va être un jeu plus ou moins, grand, plus ou moins gros, plus ou moins lourd, plus ou moins familial, plus ou moins léger, à 2 joueurs. Mais voilà, en fait, j'ai une envie et j'ai envie de jouer à ça maintenant, et c'est ça que je fais. Qu'est-ce qui va faire en sorte que justement tu as envie de jouer à un jeu ou que tu n'as pas envie? J'aurais beaucoup de mal à isoler, si tu veux, ce qui va me capter d'une certaine façon.
Et puis, même si je suis quelqu'un qui peut être très analytique, souvent, je serais presque tenté de te dire que cette analyse-là, j'ai pas envie de la faire. Okay. Parce que j'aime bien, d'une certaine façon, qu'il y ait une sorte de magie qui se crée entre le jeu sur lequel je travaille et moi. Okay. Sans vraiment chercher à comprendre pourquoi. Okay. C'est comme quand tu aimes quelqu'un. Tu tombes en amour avec quelqu'un. Si tu essayes de commencer à chercher, à analyser pourquoi, bah, tu démystifies la chose. Et puis, est-ce que l'amour reste? Ouais. Pas sûr. Et donc, moi, le rapport que j'ai à mes jeux, c'est un peu ça. C'est très passionnel, en fait. Hein. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer aussi, hein, au travers des réseaux, au travers des manifestations auxquelles je participe et tout ça. Mais c'est très fusionnel. Et cette magie-là, je préfère la garder. Toi, quand tu arrives dans ce genre d'événement-là, est-ce que tu es gêné un petit peu de l'attention qu'on puisse te donner ou tu vis bien avec, il n'y a pas de problème? Il y a deux choses différentes. Ouais. Il y a le fait que les organisateurs puissent dire l'invité d'honneur, etc. Ouais. Bon, c'est sympathique, je veux dire, c'est sympathique, mais ma quête n'est pas qu'on me reconnaisse dans la rue et qu'on me fasse des courbettes, ça m'intéresse pas. Okay. Par contre, écoute, c'est quand même très agréable d'avoir des gens qui viennent vers toi et qui te disent en gros, au travers d'un sourire, d'une demande de signature, d'une petite discussion, et tout ça au travers, c'est une façon de te dire, j'aime bien ce que tu fais. Je veux dire, tous, qu'on veuille ou pas, on a besoin de reconnaissance. Ouais, exactement. Cette reconnaissance, elle est dans la famille, dans le couple, professionnellement. Et moi, cette reconnaissance professionnelle, j'ai la chance de l'avoir au contact direct des gens. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Hein. Je veux dire, voilà, les haters, ça existe aussi. C'est ça. Mais c'est quand même super gratifiant d'avoir des gens qui viennent te dire j'aime bien ce que tu fais. Toi, dans ton métier, c'est pas souvent que tu as quelqu'un qui vient te dire en fait, quand tu fais bien, c'est juste normal. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, non. Moi, quand les gens viennent vers moi, c'est jamais gênant pour moi. Au contraire, je trouve ça vraiment. La grande majorité des personnes qui viennent sur les salons et tout ça sont respectueuses et bienveillantes. Donc, ça n'est jamais pesant. C'est très très rare d'avoir quelqu'un qui va dépasser les normes. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est l'idolâtrie. Ouais. Alors ça par contre, je trouve ça totalement hors de propos. Pour moi, il n'y a pas des auteurs et les joueurs. On fait partie de la même famille. Ouais, on se met autour d'une table, on est à égalité. Ok, aujourd'hui c'est moi qui ai fait un jeu, peut-être demain ça sera toi. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, on passe un moment. Mais par contre, des gens qui commencent à courte... Ça m'est arrivé une ou deux fois, d'avoir des gens qui disent « Ah, bonjour maître », mais pas au second degré, tu vois, je veux dire, avec ça me dérange, ça me met terriblement mal à l'aise. Une fois aussi en dédicace, j'étais en séance de dédicace, il y avait la queue, il y avait quelqu'un qui avait amené peut-être une quinzaine de couvercles de boîte. C'est ça. Ce qui là me pose aucun souci, je veux dire. Mais quand ça a été à son tour, il est devenu, je te le promets, il est devenu blanc et il s'est mis à trembler en me tendant les boîtes. Wow. Là, je dis écoute, il va falloir qu'on se détende un peu parce qu'il n'y a rien qui justifie ça. Qui qu'on soit, quand tu fais quelque chose, ça ne doit pas te rendre plus important que les autres, en aucun cas. Moi, chez moi, c'est ancré depuis l'enfance. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai une certaine admiration pour des auteurs de bande dessinée, certains auteurs de bande dessinée, ou pour des acteurs. Parce que le cinéma, j'aurais bien aimé. Enfin, tu vois, exactement. Et voilà, mais je croiserais quelqu'un, même des gens que je trouve vraiment très très forts et que j'aime énormément, je les croiserais dans la rue, peut-être je leur ferai un sourire, peut-être s'ils sont disposés, je demanderai, enfin moi, une signature. Mais voilà, j'aimerais dire un mot, bravo pour ce que, merci si tu veux, mais en aucun cas, je pense que la personne est plus importante que moi. Et comme je pense ça dans ce sens-là, dans l'autre sens, moi, je ne suis pas plus important que quiconque. Parce qu'on a tous nos petits domaines privilégiés où on a une facilité par rapport à d'autres. Il y a des tas de choses que tu sais, ou que les gens qui nous regardent savent faire, et dont je suis totalement incapable. Et alors? Ouais. Voilà, c'est comme ça. On parle d'idolâtrie, mais est-ce qu'il y a des choses, une chose qui te vient à l'idée que tu t'espères que ça change d'ici les prochaines années, un truc dans le monde ludique que tu vois qui
qu'on a vraiment besoin en fait de travailler là-dessus? Bah, de toute façon, il y a des évolutions qui sont naturelles et après on peut les apprécier, moins les apprécier et puis on n'y fera pas grand-chose. Mais euh, moi aujourd'hui, pour moi, pour suivre finalement l'actualité ludique, Mhm. je trouve ça de plus en plus compliqué. OK. Avant, je dis pas que c'était mieux avant, Mhm. mais avant, il y avait quelques sites, voire même peu de sites, et il y avait des forums qui regroupaient l'ensemble des questions. Aujourd'hui, tout ça s'évapore sur tout un tas de sites Mhm. et sur tout un tas de réseaux sociaux. Oui, exactement. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour suivre ne serait-ce que ce qui me concerne, Mhm. je dois faire le tour des sites francophones, le tour des sites américains, et être présent sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et donc, parce qu'il y a des gens qui me contactent là, il y a des gens qui me contactent ici, etc., etc. Et en fait, cette dispersion, pour moi, complexifie énormément les choses. Donc là, on peut rien y faire. Ouais, ouais. Tu vois, j'aimerais que ça change, mais de toute façon, c'est une évolution à laquelle on ne peut rien faire. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Mais c'est pour moi une véritable difficulté aujourd'hui. Si, admettons, les gens veulent te contacter, Bah, ils hésitent pas en général. Ouais, non, c'est ça, mais j'imagine que c'est par Facebook ou c'est par... Bah, c'est en fait, je reçois des mails directs, Mhm. parce que mon mail, on peut le trouver sur mon site. Donc, Tout à fait, voilà, ouais, donc, exactement. les gens qui m'écrivent directement. Je reçois énormément de mails, qui ne sont pas des vrais mails, mais par MSN, donc par Facebook. Mhm. Il y en a qui m'écrivent sur la messagerie de Board Game Geek. OK. Et il y en a quelques-uns, c'est plus rare, qui m'écrivent sur la messagerie de Trick Track. OK. Globalement, ça, c'est l'ensemble des sollicitations que j'ai. T'es venu il y a 2 ans, puis t'avais en tête de vouloir faire un jeu sur le cyclisme en tant que tel. Et je me souviens avoir eu cette conversation-là avec toi. Peut-être que bon, c'était juste une idée que tu avais eue passagère. Puis là, aujourd'hui, on a un jeu, tu sais, comme Flamme Rouge, par exemple. Est-ce que Flamme Rouge est un jeu que tu aurais... Est-ce qu'il y a des jeux, justement, comme que tu aurais aimé avoir eu l'idée? Ah bah, tu m'étonnes, il y en a quelques-uns. Ouais. Bah, Flamme Rouge, oui, c'est typiquement le genre de jeu. D'abord, premièrement, c'est un jeu que j'adore. OK. Voilà, donc forcément, quand tu adores un jeu, puis que tu le vois aussi simple, tu te dis, ah ouais, ça aurait été bien d'avoir eu cette idée-là, mais il n'y a pas de jalousie, tu vois. Non, c'est ça, c'est... Un jeu que je trouve extrêmement brillant à 2 joueurs. Moi, tu sais à quel point j'aime les jeux abstraits à 2 joueurs. Un jeu que j'aurais adoré concevoir si j'avais eu cet esprit-là, c'est Santorini. Ouais, OK. Santorini, c'est complètement ma came. Mhm. Bien évidemment que je suis totalement admiratif de ce qu'a fait Richard Garfield sur Magic, en particulier. Bon, il a fait aussi d'autres choses qui sont terribles, tout à fait. mais Magic, voilà. Donc oui, mais bon, par contre, à un moment donné, ça sert à rien finalement de dire ah, j'aurais aimé avoir cette idée-là. Si je ne l'ai pas eu, c'est simplement que je n'en avais pas la capacité. Il faut simplement être reconnaissant du travail des autres et puis saluer ce travail-là, quoi. Justement, est-ce qu'il y a des jeux que t'as joué en 2017, que t'as beaucoup aimé, que vraiment, écoute, ça a été des gros coups de cœur? Il faut que je regarde. Parce que là, j'ai ma base de données grâce à BGStat. Voilà. Et donc, en 2017, parce que tu sais, moi, je suis vieux, donc j'ai la mémoire courte. Star Realms. Star Realms, ok. Ouais. J'ai beaucoup joué et j'ai beaucoup aimé. Unlock. Ok. Ouais, Unlock, j'ai trouvé ça. La série, là. Ah ouais, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Ok. C'est là. Bon, pour moi, c'est pas un jeu familial, c'est du familial plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas du jeu expert non plus, mais c'est pas du pur familial, mais vraiment, j'ai adoré ça. Codename Pictures. Et on le préfère même à la maison au Codenames de base. Alors après, c'est très partagé selon les joueurs. Voilà, Century, j'ai bien aimé. Mais alors attention, et Azul. Ok. Parce que quelque part, on est un peu dans une famille de jeux. Ouais, tout à fait. Century, j'ai fait une première partie. Puis j'ai fait... Mais vraiment, tout marche, mais ça m'a pas excité. Okay. Et puis les cartes, l'esthétisme et tout ça ne me parlait pas. Et puis je suis allé à Gen Con, et puis j'ai vu la Golem Edition. Et là, je l'ai acheté, et tout a changé. Ah ouais? Le jeu, c'est exactement le même, il n'y a pas un changement de règle, mais d'un seul coup, tout est cohérent. Ah, ok, je vois tout est cohérent. Ouais. Ok. Et y compris dans les dessins des cartes. Le dessin de la carte raconte l'effet de la carte. Ben, pourquoi on n'a pas fait
fait ça sur l'autre. Ouais, c'est débile, quoi. Ok, Donc non, Century, s'il faut y jouer avec la Golem Edition. Hein. L'autre, laissez tomber. Ça a été un gros phénomène Kickstarter, Santorini. Ouais. Et Gordon Hamilton, en fait, a été relativement clair à quelques endroits où est-ce que le jeu avait été conçu pour 2 joueurs. Ah, mais c'est un 2 joueurs pour moi, carrément. Ok. Moi, ça me vient pas à l'idée d'y jouer à 3 ou à 4. Hein. Ok, donc toi, tu penses que ça a été fait davantage pour plaire pour en fait élargir le public? Probablement pour donner une excuse aux pledgers de se dire ah ben on va y jouer à plein. Ok, puis, ouais, c'est ça. Mais en fait, pour moi, ce jeu n'a. Alors à 4, ça peut avoir un intérêt si tu joues en équipe de 2. Ouais, ok, oui, tout à fait. Mais à 3, c'est une purge, quoi. Ouais, ce genre de jeu, il suffit que 2 joueurs se mettent d'accord pour coincer le 3e, puis après ils finissent à s'expliquer entre eux, quoi. Ouais, c'est ça. Okay, donc, ouais, c'est ça. Non, pour moi, je n'y joue qu'à 2. Ok. Puis justement, en fait, est-ce que tu as eu l'opportunité de pouvoir jaser avec Gordon Hamilton? Parce que absolument pas, je ne le connais pas. Okay. Je sais pas qui il est, j'ai jamais croisé. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des gens comme ça, des auteurs que tu dis, ben comment ça? Est-ce qu'ils produisent pas plus? Comment ça? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à des nouvelles. Il y en a certains. Par exemple, moi, on revient sur les jeux abstraits de joueurs. Ouais. Je peux te citer JGS. Je ne sais pas si vous connaissez JGS ici, hein, G-Y-G-E-S. C'est un jeu de Claude Leroy, c'est un jeu qui a maintenant plus de 20 ans, plus de 30 ans même. Ok. C'est un jeu abstrait à 2 joueurs qui est simplement magnifique. Enfin, pour moi, c'est brillantissime. Et oui, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer cet homme-là et puis d'avoir de longues discussions passionnées avec lui parce qu'en plus, c'est un érudit, il y a un poète, c'est un mathématicien en même temps, et en fait, voilà, c'est passionnant. Enfin, quand tu as l'opportunité de rencontrer ce genre de personnage, c'est passionnant. Et voilà, moi je suis triste que cet homme n'ait pas la reconnaissance qu'il mérite. Parce que il a une œuvre derrière, une vraie œuvre, si tu veux, mais voilà, Alors évidemment, il y a quelques passionnés comme moi qui savent, si tu veux. Ouais. Et voilà, et on est tous d'accord entre nous, tu vois. Et quelque part, ça crée une petite famille, parce que quand tu dis, ah j'aime ça, puis Claude dit, ah mais moi aussi, d'un seul coup, tu te dis, ah. Mais voilà, que ça ne soit pas répandu plus quelque part, je trouve ça tellement dommage. Mais est-ce que justement, tu as des petites. Des Saint Graal, en fait, des jeux qu'on a passé à côté ou... Ouais, bien sûr. Moi, au début, tu sais, quand le monde du jeu a commencé à exploser, puis qu'il y a de plus en plus de jeux, etc., enfin disponibles, je me suis dit, ah ben en fait, c'est cool, parce que tout va se répartir. Et puis chacun va tirer son épingle du jeu. Et puis si ça permet à tout le monde de vivre, c'est bien. Mais en fait, c'est pas ça du tout qui se passe. Ok. En fait, il y a un phénomène de panurgisme. Ok. De mouton de panurge, tu vois, on suit. Ouais. Et tu veux-tu expliquer le panurgisme peut-être juste pour... Oui, alors le principe des moutons de panurge, c'est que si tu mets un troupeau de moutons et puis qu'il y en a un qui, en fait, comme ils n'arrêtent pas de se suivre, s'il y en a un qui jette d'une falaise, tous les autres se jettent de la falaise. Ok, parfait. Donc, voilà. C'est le principe du panurgisme. Au niveau des jeux, ça se manifeste comment? C'est qu'à partir du moment où 1 ou 2 personnes, si possible des leaders d'opinion, commencent à parler d'un truc, alors à ce moment-là, tout le monde en parle. Et il faut que tout le monde ait joué à ça, parce que comme ça on peut en parler, et ainsi de suite, etc. Et donc finalement, ce qui se passe dans le monde du jeu, c'est que les jeux qui se vendent bien se vendent encore mieux, et ceux qui se vendent moins bien se vendent encore moins bien. Alors plutôt que ça se répartisse, en fait, ça fait des phénomènes de pic encore plus importants. Voilà. Et ça, c'est un peu dommage. Donc des jeux qui passent sous le radar, il y en a plein. Après, moi, en ce qui concerne les jeux des autres, c'est difficile pour moi d'en parler, parce que comme je travaille sur une bonne dizaine de jeux en parallèle et que j'ai en gros une séance de test par semaine, voire 2 parfois, l'essentiel de mes séances de jeux disponibles, elles sont dédiées à mes prototypes. Donc finalement, les autres jeux, j'y joue très peu. Et alors je m'intéresse à l'actualité, je lis ce qui se passe, etc., sans simplement lire uniquement les têtes d'affiche. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Mais du coup, il y a tellement de choses que moi-même je ne joue pas, que c'est difficile de sortir quelque chose du lot comme ça. C'est pour ça, pour moi, un week-end comme ça, c'est précieux, parce qu'en dehors du fait qu'on va jouer à mes jeux, forcément parce qu'il y a une attente, etc., puis que moi, c'est un plaisir aussi d'en profiter pour les partager, tu vois, avoir cette opportunité de faire un Rising Sun, pour moi, c'est précieux. Cet après-midi, on m'a fait jouer à Welcome to, que je n'avais pas joué non plus, enfin voilà, et pour moi, c'est cool, ça c'est bien. Puis quand c'est pas moi qui explique les règles, c'est exactement. Ça c'est bien, ça me repose un peu. Est-ce que toi, tu as une famille, des enfants Alors, j'ai 2 enfants qui qui ont respectivement
24 et 22 ans. OK. Et ma compagne a 3 enfants qui ont 24, 22, 19. OK. Voilà. Comment est-ce qu'ils perçoivent ça, le fait que toi, tu es auteur à temps plein? Est-ce que c'est une situation qui peut créer un peu de friction parfois parce que, bon, justement, tu te baignes là-dedans? Aussi, comment est-ce que tu approches le jeu avec eux? Est-ce que eux autres, ils trouvent qu'à un moment donné, ça devient trop accaparant, peut-être? Ou, Alors, avec mes enfants, j'ai pas de soucis. OK. Aucun souci. Bon, de toute façon, déjà, je suis un papa divorcé depuis fort longtemps. OK. Donc, mes enfants sont grands, sont autonomes. On a une belle relation aujourd'hui. Et mon fils commence à travailler sur ses premiers jeux. Oh wow, ok. Donc vous n'êtes peut-être pas forcément débarrassé des katanas tout de suite, les gars. Je vous le dis tout de suite. Surtout qu'il a des idées. Et ah que, ouais, ok. Ça... Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble un jour, mais je pense que pour lui c'est mieux si il réussit à faire son premier jeu, que ce soit seul ou avec un autre auteur, mais sans moi. Ok. Parce que par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, déjà, le fait que par rapport à un auteur lambda, on puisse parfois dire toujours Catala. Ouais. Si c'est avec mon fils, les gens vont penser naturellement que voilà, c'est juste là parce que c'est le fils à papa. Oui, c'est ça, exactement. Alors que voilà, je veux surtout pas ça pour lui. Quoi. Surtout que ses idées sont suffisamment brillantes pour qu'il n'ait pas besoin de moi. Donc voilà, ma fille aussi, on joue pas souvent ensemble parce qu'on ne joue pas si souvent que ça, mais par contre, voilà, on échange, des fois elle m'appelle maintenant en me disant papa j'ai joué à ça, dans Micropolis, la fourmi qui fait ça, enfin toi bref, ouais, c'est ça se passe bien. Les enfants de ma compagne sont moins joueurs, par contre ils sont intéressés, ils s'intéressent, ça les amuse, tout ça. La personne pour laquelle le jeu de société c'est le plus compliqué, c'est ma compagne. Ok. Parce qu'elle ne partage pas du tout cette passion avec moi, mais alors pas du tout. Et voire même, elle fait partie, j'ai découvert ça, je pensais pas que c'était possible, mais oui, maintenant j'ai identifié ça chez elle, mais chez d'autres personnes aussi. C'est des gens que le jeu met en souffrance. Ok. Parce que ça les ramène à l'estime de soi. Ok. Et c'est des blessures qui sont profondes chez eux, hein, qui datent souvent d'une relation, comment dire, parent-enfant ou à l'école, etc. Et ils ont été péjorés, enfin voilà. Et donc du coup, quand ils ne réussissent pas, c'est parce qu'ils sont nuls. Oh, okay. Et donc, pour peu... Alors, bon, si elle joue avec des jeux avec moi, puis qu'en plus c'est des jeux que j'ai faits, j'ai forcément un avantage. Alors, j'essaye toujours de prendre en compte des jeux qui ont une part de hasard suffisante pour que ça soit équilibré, mais ça ne suffit pas. Et donc, quand elle ne réussit pas suffisamment, ça la blesse en fait. Et elle se sent nulle. Okay. Et donc, du coup, elle préfère pas jouer. Puis toi, ben justement, est-ce que la solution, tu sais, par exemple, les unlock, est-ce que ça peut être une solution? Justement, les unlock, on fait. Alors ça c'est bien. Parce que dans unlock, chacun, d'abord, premièrement, on joue ensemble, donc c'est pour ça qu'elle aime bien les coopératifs. Ok. Et moi, en règle générale, j'aime pas les coopératifs. Ok. Voilà, j'ai quelques petites exceptions, mais globalement, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'aime quand on se chicane. J'aime quand on peut se chamailler autour de la table et puis que ça soit injuste et puis le pendant dans les dents ne me dérange pas. Voilà. Donc le coopératif, il y a un moment donné, c'est pour ça dès qu'on a commencé à bosser sur les chevaliers de table ronde d'Exer, je dis ouais mais on met un trait quoi. Ouais, c'est ça. Non mais attends Bruno, t'es fou quoi. Donc bon bref. Donc du coup oui, alors Unlock, ça c'est quelque chose qui nous réunit, où on va aller faire une escape room par exemple, enfin, tu vois, parce que là on réussit ensemble, on perd ensemble, donc là, du coup ça passe. Est-ce que tu as joué à The Mind d'ailleurs? The Mind, c'est un petit jeu de cartes. Ah oui, The Mind, ouais, c'est ça. Alors je n'y ai pas encore joué, par contre j'ai totalement compris exactement comment ça se passe, et ça pourrait être la grosse surprise du Spiel. Ah oui? Ouais. Ok. Moi je mets mon ticket pour qu'il soit dans les 3. Moi, j'ai l'impression que ce jeu-là vient en fait offrir de quoi de complètement différent. Non pas par ça, c'est pas à cause de la stratégie ou de la présentation du jeu. Non, mais là, quand on parle d'expérience ludique, quand je parlais d'expérience ludique, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu penses que le fait de mettre des cartes dans l'ordre, c'est un mécanisme novateur? Non, pas du tout. Voilà. On l'a vu dans The Game. Est-ce que l'expérience ludique, elle est novatrice? Dans The Mind, oui, et ben voilà, la démonstration est faite. Alors The Mind, toi, c'est un jeu qui m'est pas venu à l'esprit tout de suite, mais oui, The Mind, ça fait partie de mes... Même si je n'y ai pas joué, c'est quand même un coup de cœur. Puis d'ailleurs, parlant du Spiel, écoute, j'imagine que tu te l'as déjà fait poser, mais écoute, hein, la question à 100$. Quand tu as eu le Spiel, est-ce que toi, premièrement, c'était un but dans ta vie? Est-ce que tu rêvais à ça ou c'était quelque chose de très très clair qu'un jour tu voulais gagner le Spiel? Alors, on va être très honnête. Oui. Oui, j'ai toujours rêvé de le gagner. OK. Mais même avant d'être auteur. OK.
Ok, je comprends. Avant même de travailler sur un premier jeu, parce que je savais ce que c'était, etc. Et que, oui, bah forcément, enfin, je veux dire, si tu es un peu compétiteur, à un moment donné, tu te lances dans un domaine et tu te dis c'est quoi le Graal. Donc, bah, le Graal, c'est ça. Donc, oui, j'en ai rêvé. Par contre, j'ai jamais espéré l'avoir. Tu vois, c'est très différent. J'en ai rêvé, mais ça n'a jamais été un but. Et je n'ai jamais travaillé dans ce but-là. Parce que je pense que de toute façon, si tu formates ton travail par rapport à des présupposés formatages que tu penses qu'il faut faire pour avoir quelque chose, tu foires. Parce que la sincérité, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc, de toute façon, ça fait quelque chose de froid, etc., etc. Moi, je préfère quelque chose d'imparfait qui génère des émotions que quelque chose de parfaitement carré qui est totalement lisse. Avec le succès monstre que Five Tribes a eu, est-ce que tu as eu une déception ou une espèce d'amertume, quoi que ce soit, que Five Tribes n'ait pas rentré dans le Kennerspiel de cette année-là? Aucune. Ok, t'as jamais perçu. J'ai jamais projeté ça. Mais vraiment, moi j'étais tellement ravi de ce qui se passait sur Five Tribes. Je te dis, le Spiel, ça n'a jamais été un objectif. Donc à partir de là, quand ta liste elle arrive, t'as pas forcément de déception. Ouais, c'est ça. Ça a été plus compliqué par rapport à King Domino, en fait. Parce que King Domino, moi j'ai jamais pareil. En plus, ce jeu-là, je l'ai fait au départ, je l'ai fait pour une station de ski, la toute première version. C'est un jeu que j'ai fait pour un client privé. Puis que finalement, plus j'y jouais, plus je me disais merde, je peux pas laisser ça comme ça, quoi. Donc je l'ai enrichi un peu pour que ça devienne King Domino, si tu veux. Et donc tout de suite, j'avais conscience qu'il y avait un potentiel, mais j'ai jamais pensé prix. Tu vois, enfin prix ludique. J'ai jamais pensé Cannes, j'ai jamais pensé Spiel, encore moins, mais voilà. Mais pour moi, j'avais dans les mains quelque chose qui pouvait toucher un large public. Et ça, pour moi, c'était important. Pour ça d'ailleurs que j'ai eu quelques frictions avec l'éditeur, parce que je voulais que esthétiquement, ça soit, enfin, que tout soit au rendez-vous. Tu vois. Oui, tout à fait. Mais pas par rapport à un prix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année dernière, donc tu as le salon de Nuremberg, en février, début février. Et l'éditeur est rentré du salon de Nuremberg avec tout un tas d'autres personnes qui étaient à Nuremberg, et tout le monde m'appelant, me téléphonant, en me disant dans les couloirs de Nuremberg, tout le monde parle de King Domino, et puis là c'est sûr que tu vas être nommé. Là, ce jeu-là, les gens pensent que tu vas être nommé, enfin, tu vas être, c'est pas toi, mais le jeu, et puis ils pensent que c'est un vainqueur potentiel, etc. Et là, d'un seul coup, toi, tu n'y pensais pas, et tu n'as pas du tout envie d'y penser, d'une certaine façon, aussi pour te protéger, tu vois. Oui, c'est ça. Et là, tu es en février, tu es début février, et tu as les gens qui, semaine après semaine, t'envoient un petit message en disant « Hey, ce coup-ci, c'est pour toi. Hein. » Et du coup, tu finis par y penser alors que tu veux pas, si tu veux. Et tu as la pression qui monte. Et puis, tu as la nomination qui arrive, le moment de la nomination, puis toi, tu as beau pas y penser, ben elle arrive quand même. Et puis là, la nomination, eh ben, tu es dedans, tu es dans les trois. Alors, c'est génial. C'est génial, mais là, il faut imaginer que entre le moment où tu es nommé et le moment où il y a le résultat, c'est 8 semaines. Oui, c'est ça. Donc, 8 semaines. Wow. Et quand tu connais les enjeux, quand tu sais, puis bon, moi tu vois, 54 ans l'an dernier, 15 ans que je fais des jeux, que je suis publié, jamais été nommé, tu te dis, si c'est pas cette année, c'est jamais. Ouais, ok. Toi, je l'ai vécu, enfin, tu as beau tenter de te protéger, je l'ai vécu comme ça. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Et puis pendant 8 semaines, tu t'essayes de pas y penser, puis en même temps, ton cerveau, il fait elle-même un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ah, pas du tout. Ouais, c'est ça. Un peu, beaucoup, enfin voilà, et t'as beau... Et donc en fait c'est à la fois une chance énorme, une joie intense, même d'en parler, je suis encore ému, tu vois, et c'est hyper violent. C'est hyper violent, parce que quand ça arrive, moi je suis resté tétanisé, je ne pouvais pas bouger, hein. J'étais en apnée, hein. C'est hyper violent. C'est hyper violent quand tu l'as, et j'ai eu cette chance, mais vraiment cette chance, et c'est hyper violent quand tu ne l'as pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a deux qui étaient assis à côté de moi, et puis ils ont vécu la même violence, mais sauf que c'est moi qui suis monté sur scène, c'est pas eux. Et moi j'ai un copain, 4 fois il est allé, et 4 fois il est passé à côté. Et ben, je peux te dire que c'est compliqué. Ouais, ça vient jouer en fait sur ton estime. Non, ça joue pas sur ton estime, mais c'est des émotions intenses. Et donc, l'émotion, elle monte, et puis à un moment donné, c'est pas toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou alors c'est toi,
Mais donc du coup, ça a été vraiment, enfin, à la fois, oui, une chance énorme, et puis une année compliquée parce qu'il a fallu gérer ça. Et très honnêtement, je suis pas sûr que j'ai bien réussi à le gérer. Voilà, ça m'a, c'est venu me chercher sur des choses profondes, si tu veux, et ouais, que ça m'a. Enfin, Dans tous les jeux que tu as produits, est-ce que il y a un jeu que c'est vraiment ton bébé, ton fétiche, ton préféré? Alors c'est difficile à dire parce que, je sais pas, t'as des enfants ou pas? Non, moi j'ai pas encore d'enfant, non. Mais à quelqu'un qui a des enfants, est-ce que tu lui demandes Ouais, c'est qui ton enfant préféré? Ouais. Et moi, comme j'ai cette relation-là à mes jeux, c'est un peu compliqué. Après, il y en a certains qui tiennent une place particulière dans ma ludothèque, et c'est souvent lié à des événements annexes. Et au jeu lui-même, mais à des choses qui se sont passées pendant le développement et qui sont des moments de vie intimes. Ouais. Et Five Tribes tient une place très très particulière dans mon cœur parce que c'est une histoire aussi avec mon fils. Ok. Voilà, à un moment donné où on a eu des moments difficiles, voilà. Et quelque part, on a recommencé à se parler, à se réconcilier pendant les tests du jeu, alors qu'on ne s'était pas reparlé depuis longtemps. Et puis c'est là où il a commencé à s'impliquer en tant que développeur, en tant que testeur et tout ça. Et donc voilà, donc le succès du jeu, si tu veux, m'a touché particulièrement parce que ce jeu-là, c'est moi, puis à chaque fois que j'y pense, je pense à Maël, quoi. Donc, ok. Donc Maël a eu un impact en fait sur le jeu. Il a fait partie des testeurs et il a fait partie des meilleurs testeurs sur ce jeu-là. Donc, clairement, ouais. Puis est-ce qu'il y en a un justement est-ce qu'il y a un de tes jeux justement où est-ce que tu t'attendais pas à recevoir, à la réception que ce jeu-là a eu, ou au contraire, tu t'attendais à une meilleure réception ou quoi que ce soit? Alors, des jeux sur lesquels je m'attendais à une meilleure réception, il y en a plein. Ok. Ça, il y en a plein, mais je pourrais citer ne serait-ce que Senji, par exemple. Ok, oui, tout à fait, ouais, exactement. Senji, c'est un jeu sur lequel on a beaucoup travaillé avec Serge, sur lequel on a mis beaucoup de passion, etc. Puis c'est un jeu qui, pour différentes raisons, s'est fait bâcher à sa sortie. Et puis donc du coup, ça a stoppé sa carrière assez nette, si tu veux. Et après, ce qui était très très à la fois cocasse et frustrant pour nous, c'est de voir que le temps passant, les gens qui l'avaient le considéraient comme un must-have. Okay. Et c'est devenu un peu pas collector, mais tu vois, un jeu, une pseudo-référence entre guillemets, enfin pour certains, attention, hein, mais à retardement, alors que le jeu aujourd'hui, on peut plus le trouver nulle part. Donc du coup, ça agace un peu. C'est comme ça, c'est la vie. C'est un Picasso, là, au final, quasiment. À la différence près qu'on est encore pas mort. Ouais, c'est ça, exactement. Et que si c'était possible que ça dure, ça m'arrangerait. Ouais, et puis à côté de ça, t'as les jeux dont le succès te dépasse. Ouais. Et là, je citais clairement les Chevaliers de la Table Ronde. Ok. Les Chevaliers de la Table Ronde, c'est un jeu qui nous a rendu fous, en fait, avec Serge. Mais parce qu'on a développé ce jeu, et puis on a commencé à le faire jouer autour de nous, puis les testeurs, les gens, c'était même plus des testeurs, les gens qui jouaient, ils enchaînaient les parties, et ça n'arrêtait pas, et ça jouait toute la nuit. Et on a été porté par ça, et ça a été, voilà, et quand le jeu est sorti, pareil, ça a été une vague, tu vois. Et oui, on était content de ce qu'on avait fait, mais on n'imaginait pas que ce jeu-là génère ça. Aujourd'hui, les Chevaliers de la Table Ronde, mine de rien, c'est 200 000 boîtes. Oui, exactement. C'est énorme, quoi. Enfin, tu vois. Alors, c'est une mèche lente. C'est pas 200 000 boîtes en 6 mois. Non, mais quand même, quoi, ça reste une de mes toutes meilleures ventes, quoi. Ouais, c'est ça. Justement, tu sais, moi, le jeu qui me vient en tête, c'est Cyclade. Cyclade aussi, mais Cyclade... Tu le savais que ça allait être quelque chose? Non, mais Cyclade, il n'a pas du tout la même ampleur. Ok. Cyclade aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être à 70 000 boîtes. Alors par contre, c'est un jeu qui a une super aura, qui continue à être joué. Tu vois, il y a des gens là qui m'ont branché pour qu'on fasse une partie demain, et on va la faire avec plaisir. On a encore des envies avec Ludovic dans cet univers-là. En fait, on rêve de faire un Space Cyclade. Oh wow, ok. Un Cyclade de l'espace, avec des Romains de l'espace, avec des Grecs de l'espace, etc. Et on a dit, par contre, on n'a pas commencé à travailler dessus, mais voilà. Mais malgré tout, si tu veux, en termes de vagues, ça n'a pas fait la même vague qu'un Mr. Jack ou qu'un chevalier. Et puis, oui, c'est ça. Ou qu'un Seven Wonders Duel. Alors ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais encore sur Cyclade.
Il y a eu cette trilogie-là avec Kemet puis avec Inish. Est-ce que en fait Matago a fait une espèce de corrélation volontaire entre les trois pour leur dire que c'était une espèce de suite logique ou que c'était dans la même... Alors, il a clairement, Matago a clairement choisi les deux jeux Kemet et puis Inis en termes de continuité de gamme par rapport à Cyclades. Ça c'est certain. Par contre, il n'a pas demandé aux auteurs de faire ça. Ouais, okay. Par contre, quand ces auteurs se sont présentés avec ça, ils se sont dit, ah bah oui. Ouais, ok, parce que ça faisait... Exact. Ça faisait sens. Ouais. Ça faisait sens. As-tu joué à Kemet et Inis, justement? Ouais. Inis, l'auteur, c'est mon beau-frère. Ah, ok. Donc oui, j'ai un petit peu joué, oui. Ok. Puis, Kemet, j'ai fait une partie. J'en ai pas fait 50, mais j'ai fait une partie. Ouais. Ok. Puis comment t'as trouvé, en fait, parce que moi j'apprécie beaucoup Inis, mais toi, en fait, qu'est-ce que t'as... Est-ce que t'as apprécié? Est-ce que tu... Moi, je suis tombé amoureux du jeu dès la première partie test. Ah ouais, ok. Ah oui, vraiment, je trouvais ça très très bien, quoi. Après, bon, il s'avère que j'ai participé à plein de phases de test, etc., que j'ai joué à plein de configurations différentes, et que je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a sur certains points de détail, j'ai joué à des versions précédentes qui étaient un tout petit peu supérieures parfois, sur certains éléments de jeu. Il y a des choix finaux de game design, voilà. Mais le jeu tel qu'il est aujourd'hui reste de toute façon un excellent jeu, quoi, vraiment. Et puis voilà, c'est très typé en ce qui concerne l'esthétisme. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. et non, c'est ouais. Mais écoute, merci beaucoup, en fait, du temps que t'as passé. Ça fait 1 heure, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est ça, ça fait, le temps passe vite, là. J'apprécie beaucoup le fait que tu sois très authentique puis très honnête par rapport à différentes situations. Puis je te remercie énormément, en fait. J'ai vraiment eu... ce moment privilégié-là, en fait, avec Bruno. Au final, la conclusion, j'ai l'impression que on est humain et c'est ça qui compte. On fait des jeux de société. C'est ça. Et donc, si à un moment donné, on oublie le mot société, je pense qu'on n'a pas compris ce qu'on fait, en fait. Tout à fait, exactement. Ouais, parfait. Ben, merci beaucoup, Bruno. Alors, c'était Vincent et Bruno. Et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.